Le sanctuaire de Lourdes a annoncé mercredi 16 avril, donc il y a 2 jours, son 72e miracle. Il s'agit de Antonietta Racco, atteinte d'une sclérose latérale primitive qui a disparu après son pèlerinage en 2009. Alors évidemment, on est tous quand même très réticents, bien évidemment, à cette idée de miracle. Au fond, on se dit quelle est la part de l'esprit là-dedans. Est-ce que la personne était vraiment aussi malade que cela, etc. Donc c'est pour ça que l'Église prend son temps. Elle a tellement pris son temps qu'elle a pris 15 ans. Et nous sommes en direct avec le médecin qui a validé ça, qui est en Italie, Alessandro De Francischi, médecin permanent du Bureau des constatations médicales de Lourdes. Bonjour, monsieur. Bonjour à vous, monsieur. Et merci d'être avec nous, puisque Antonietta Racco, alors, elle a dit « Je suis croyante, mais je n'espérais pas un miracle. J'avais besoin de paix. Le fait d'aller à Lourdes était une chose formidable. Bien entendu, j'avais demandé la guérison. Bien sûr, je crois en la grâce de Dieu. Et j'ai prié pour ça. Quand je suis descendu, nous avons dit une prière. Et c'est alors que j'ai senti comme une caresse dans le cou. J'ai cru que c'était une volontaire, mais en un instant, j'ai entendu une voix de femme très douce qui m'a dit 3 fois « N'ayez pas peur ». J'étais en chaise roulante et c'est alors qu'ils m'ont vu debout, en train de marcher très librement. Ils étaient émerveillés car ils ne pouvaient pas l'expliquer. Donc évidemment, quand on lit ça, d'abord, on est tous... moi, je suis un peu comme saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois, bien évidemment. Mais vous avez vu cette dame Antonietta Racco. Vous l'avez examinée, j'imagine, monsieur. J'ai connu Madame Racco l'année suivante, l'année 2010, lorsqu'elle est venue déclarer librement sa guérison pour nous à Lourdes, dans la tradition d'un siècle et demi désormais, une guérison supposée, pas prouvée. Donc je l'ai rencontrée, j'ai appris son histoire, mais surtout j'ai commencé à ramasser toute la documentation médicale. Il faut dire que la personne a collaboré activement. Elle était suivie déjà depuis 5 ans par le centre universitaire de neurologie à l'université de Turin, parce qu'elle souffrait des problèmes de mauvais maux de tête, céphalées très graves. Et c'est là que, donc, par des gens qui sont très experts dans les maladies neurodégénératives, elle a été posé le diagnostic. Dans la première année de sclérose latérale amyotrophique douteuse, ce qu'en France nous appelons maladie de Charcot, mais depuis 1 an presque, très très clair, il s'agissait du seul premier neurone moteur, c'est-à-dire une maladie qu'on appelle sclérose latérale primaire ou primitive. En tout cas, une maladie neurodégénérative est très grave. On l'a suivi pendant toutes ces années et on a reconnu dans la réunion annuelle du Comité médical international de Lourdes le mois de novembre passé sa guérison, parce que nous avons des critères très stricts à Lourdes, sous l'expérience désormais d'un siècle et demi. Et parmi eux, il y a le critère aussi de la guérison durable dans le temps. Donc, on avait défini le diagnostic, on était sûr et certain qu'elle allait bien, mais on ne pouvait pas évidemment risquer d'arriver à une conclusion si on était pendant une période qu'on appelle une période de rémission temporaire des symptômes. Mais franchement, au bout de 15 ans, on était sûr et certain qu'elle était malade effectivement de sclérose latérale primitive et qu'elle était effectivement guérie en manière inexpliquée pour nos connaissances. Voilà. Et cette dame, aujourd'hui ? Eh ben, j'étais avec elle avant-hier, elle va très bien. Elle était toute contente lorsque son évêque a déclaré formellement, par décret, sa guérison être miraculeuse. Ce que nous avons à Lourdes, et je le dis parce que vous êtes français, moi un italien immigré, mais c'est quelque chose à laquelle dans l'Église nous sommes très fiers, c'est cette distinction rigoureuse entre le récit qui peut être plein d'anges et tout ce que vous voulez, et par contre la dure réalité médicale. On est devant une guérison vraie et réelle, et en médecine, on connaît le phénomène des rémissions spontanées de maladies graves. Donc, le phénomène d'une maladie même gravissime, comme un cancer ou une maladie neurodégénérative, peut être décrit en médecine. Le problème est de le prouver en manière irréfusable, chose qu'on a fait, et la personne est ravie, évidemment. Bah oui, mais alors vous dites irréfutable, mais vous avez dit c'est supposé tout à l'heure. Vous n'avez pas dit c'est avéré. Supposé lorsqu'elle vient. Vous avez fait une petite distinction, comme s'il y avait quand même une petite réticence ou encore une question qui pouvait se poser. Non, supposé, non. Supposé, c'est. Je faisais référence à sa déclaration de guérison. Quand quelqu'un vient chez moi, comme chez mes prédécesseurs et mon successeur un jour, et ils viennent et nous disent des choses merveilleuses, pour nous, c'est supposé. D'accord. Aujourd'hui, pas de doute. Elle a été expertisée par l'université. Non, bah écoutez, c'est pour ça que on voulait vous entendre. Je rappelle donc que vous êtes
Vous êtes le médecin qui valide, si j'ose dire, cela, et c'est important. Alors, vous êtes en Italie actuellement, mais vous parlez un français absolument extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vécu longtemps en France, sans doute, pour parler aussi bien le français. Ça fait 15 ans que j'habite en France, c'est tout. Ah Et bah, maintenant, je suis chez ma famille parce que c'est le week-end de Pâques. oui, donc vous êtes, vous êtes effectivement retourné en Italie. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup parce que on n'a pas l'occasion d'avoir si souvent des bonnes nouvelles. Donc Antonietta Racco, moi j'aimerais bien que cette dame, elle a aujourd'hui 67 ans. Ça serait Tout bien. à fait. Ça serait bien qu'elle puisse l'inviter, qu'elle puisse témoigner. Depuis les apparitions en 1858, l'Italienne est la 72e personne miraculée de Lourdes, reconnue par l'Église. Sur plus de 7000 dossiers de guérison déposés à Lourdes depuis les apparitions, 72 cas donc ont été reconnus. Plus de 80% des guérisons reconnues miraculeuses concernent des femmes. Ça, c'est pas... Combien pour cent ? 80% des guérisons reconnues concernent des femmes. La plus jeune personne dont la guérison a été reconnue miraculeuse avait 2 ans. Et les pays les plus touchés par les miracles, la France, 56, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse. 6 personnes avoir été guéries par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes alors qu'elle n'était pas venue à Lourdes. La majorité des personnes a été guérie au contact de l'eau de Lourdes, la plupart aux piscines du sanctuaire. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci. C'était très intéressant, évidemment, de vous écouter. Et je ne sais pas si les uns les autres... Je vous recommande une lecture. Je vous en prie. C'est un livre magnifique, L'insonance des miracles, de Didier Van Clovert. Oui. Mais c'est vrai que chacun de nous, forcément, oui, est défiant, ce qui est bien normal d'ailleurs. Et puis la médecine l'est également. L'Église l'est tout autant. On ne peut pas... Vous y croyez ? Écoutez, moi, j'ai une foi très cartésienne. J'ai plutôt une approche très rationnelle de la foi. Et je suis toujours, presque heurtée par le miracle. Mais ce qu'on peut noter, c'est que l'Église... La foi cartésienne, c'est un oxymore. Non, c'est pas un oxymore. Mais enfin, pour moi, ce qui me plaît dans la foi catholique, c'est l'alliance de la foi et de la raison. Et c'est une recherche aussi intellectuelle. Et j'ai plutôt cette tendance. Mais je suis aussi touchée. J'ai été à Lourdes plusieurs fois. Quand j'étais enfant, je distribuais l'eau de Lourdes aux malades. Oui, parce que vous êtes native de la région. Oui, je ne suis pas très loin, je suis à Toulouse. Et mon père travaillait à la grotte de Lourdes. Enfin, on y allait tous les étés en pèlerinage. Et qu'est-ce qu'il faisait à la grotte de Lourdes, votre père ? Il faisait partie de la sécurité. Enfin, c'était pendant le pèlerinage. Bref. Et il y va depuis 20 ans. Et donc, je connais très très bien cet endroit. Et je trouve qu'il y a... C'est extrêmement touchant, en fait, et bouleversant la manière dont les gens se rendent en pèlerinage là-bas. Il y a une atmosphère dans ce lieu, une foi qui ne peut que toucher même les esprits les plus cartésiens comme le mien. Eh ben, je vais remercier vraiment le médecin, le docteur Alessandro De Francesi, médecin permanent du bureau des constatations médicales de Lourdes. C'est vous qui avez constaté le miracle. Vous êtes actuellement donc en Italie, dans l'évêché de la Miraculée. C'est formidable, cet évêché de la Miraculée. Non, mais c'est la tradition de Lourdes. Hein. Ouais. Lourdes fait l'enquête médicale, c'est tout. Et après, c'est l'évêque de Lourdes qui transmet les résultats à l'évêque de la personne guérie. Donc, à l'exception des premiers miracles reconnus par l'évêque du temple des apparitions à Lourdes, Monseigneur Laurence, les autres miracles ont été toujours reconnus par l'évêque de la personne guérie. Bon. L'avant-dernière, c'est-à-dire à Liverpool, l'archevêque de Liverpool, le précédent, Bernadette Morio, par l'évêque de Beauvais en France, elle habite encore dans le département de l'Oise, diocèse de Beauvais, le précédent encore par l'italienne, l'évêque de Pavie, etc. Donc, c'est pas nouveau, c'est la procédure très stricte. Nous faisons l'enquête médicale rigoureuse et, comme disait la dame auparavant, cartésienne. Après, qu'il soit un miracle, c'est pas nous. Dans les livres de médecine et dans nos textes, il n'existe pas le paragraphe miracle. Eh ben merci. Moi, j'aimerais qu'il y ait des miracles parfois avec Bruxelles et l'Union européenne, parce que la bureaucratie est très puissante. Et merci beaucoup, vraiment, et bonne journée en ce vendredi de Pâques. Parce qu'on va écouter Bernard Arnault. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, des patrons parlent. De plus en plus. Et c'est bien, parce que je rappelle quand même que c'est eux qui créent le business. L'emploi public, c'est pas ce qui peut sauver la France. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Bernard Arnault ? En plus, il les cache maintenant. Il dit les choses, mais en fait, il dit les choses que tout le monde pense, croit, voit. Mais en même temps, ça a plus de poids parce que c'est lui qui le dit. Bernard Arnault, c'était hier l'Assemblée générale de LVMH.
hein, et moi je suis favorable, je ne sais pas si ça pourra se faire, mais à essayer de trouver la possibilité de créer une zone de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Bon, alors c'est pas toujours facile parce que l'Europe, bon, elle n'est pas dirigée par un pouvoir politique, mais par un pouvoir bureaucratique qui passe son temps à éditer des réglementations qui s'imposent malheureusement à tous les États membres et qui d'ailleurs quelquefois, comme la France, en rajoute au passage pour compliquer encore la réglementation et qui pénalise beaucoup nos secteurs d'activité. Par exemple, l'agriculture en France, il ne se passe pas une semaine sans qu'on leur colle une nouvelle réglementation. Vous voyez, donc la discussion n'est pas forcément facile, mais c'est à ça qu'il faudrait aboutir. Il faudrait aboutir à une zone de libre-échange avec le premier marché du monde, qui est quand même toujours les États-Unis, et faire en sorte que ça puisse recréer un climat de confiance, d'échanges commerciaux, de progression réciproque. Je ne sais pas si on va y arriver, j'espère, hein, mais voilà. Sinon, si on se retrouve avec des droits de douane élevés, bien, effectivement, on a une partie de notre production qui est faite aux États-Unis. On a même donc certaines entreprises américaines comme Tiffany, et on a amené à augmenter nos productions américaines, forcément, pour éviter les droits de douane. Ça, si l'Europe n'arrive pas à négocier intelligemment, ils auront cette conséquence dans beaucoup d'entreprises. Les entreprises pharmaceutiques, j'ai déjà entendu plusieurs sociétés qui envisagent d'augmenter leur capacité aux États-Unis, mais il ne faudra pas dire que c'est la faute des entreprises. Ce sera la faute de Bruxelles, si ça devait arriver. Et il faudrait que les États européens réussissent à essayer de maîtriser cette négociation et ne pas la laisser à des bureaucrates. Bon, c'est passionnant quand même d'écouter ça, parce que personne ne le disait il y a 20 ou 25 ans. Et Bernard Arnault, forcément, il a une proximité avec Emmanuel Macron. C'est des gens qui se parlent. Bon, et je pense qu'Emmanuel Macron, il pense la même chose que Bernard Arnault. Mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Ça fait 8 ans. J'imagine que lui-même doit faire la même analyse. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une sorte de technostructure qui a pris le pouvoir et tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Oui, André Vallini. C'est vrai qu'on critique souvent la bureaucratie bruxelloise, elle existe, c'est une réalité. Mais en l'occurrence, et ce que dit Bernard Arnault se rapporte à l'actualité, en l'occurrence, il ne faut pas quand même renverser la charge de la preuve, si j'ose dire. Ce qui se passe actuellement, c'est de la faute de Trump. Les difficultés auxquelles risque de se heurter Bernard Arnault pour exporter, c'est à cause André, mais André, c'est pas ce qu'il dit. D'accord. C'est pas ça qu'il dit. Justement, Bernard Arnault... vous allez taper sur Trump, c'est votre truc, vous êtes content, vous avez votre diable. C'est extraordinaire. Il parle de la technostructure européenne. Oui. Au lieu de parler de ça, vous parlez de Trump. Il parle aussi des droits de douane. Mais c'est pas le. Mais après, mais c'est autre chose. Il parle des exportations. Ce qu'il dit. Non, ce qu'il dit. Bernard Arnault est proche de Trump. Il a été invité à son investiture. Il a investi aux États-Unis. En fait, c'est insupportable. Pascal. Je vous adore, mais c'est insupportable, en fait. Pascal, je vous assure. Est-ce que je peux terminer ? Oui, mais surtout, essayez. Est-ce que vous pouvez un jour dans votre vie ne pas réfléchir avec l'idéologie? Est-ce que un jour vous pouvez vous dire que c'est pas exactement ce qu'il dit, que Trump c'est autre chose? Il vous dit que la technostructure bruxelloise et que la France en rajoute. Oui. C'est ça que vous devriez constater. Je dis qu'il a raison. Mais je dis qu'il a raison. De Trump parce que je développe mon raison. Et pourquoi vous défendez Trump à ce point? Mais je le défends pas. C'est votre idole. Mais pas du tout. C'est votre idole, Trump. Avec ce qu'il fait sur les droits de douane. Bernard Arnault a des grandes difficultés pour exporter. Alors il dit qu'il a investi aux États-Unis. Vous savez qu'il a investi. Il a inauguré. Vous me laissez parler, Pascal, 30 secondes. Il a inauguré une usine avec Trump lors du premier mandat de Trump. Il est allé inaugurer une usine Louis Vuitton aux États-Unis. 1000 emplois devaient être créés. 300 seulement l'ont été parce qu'ils ne trouvent pas la main-d'œuvre qualifiée aux États-Unis. Bernard Arnault est très embêté de ce que fait Trump. Il est très déçu, c'est un amoureux dépité, c'est une déception amoureuse. Il a misé sur Trump, il est allé à l'investiture de Trump et Trump met des droits de douane qui vont mettre en difficulté Bernard Arnault. Voilà pourquoi Arnault dit que ce qui se passe est très dommageable et il a raison, que la technocratie bruxelloise en rajoute. Pascal. Et vous avez raison, Pascal, la technocratie bruxelloise en rajoute souvent. Mais l'origine du problème actuel, c'est Trump, que vous le vouliez ou non. Je sais que ça vous déplaît parce que Trump est devenu votre idole. Eh oui. Mais pourquoi vous dites ça? Mais parce que vous défendez Trump à longueur de plateau. Mais jamais de la vie. Vous défendez Trump à longueur de plateau. Mais jamais de la vie. Je vous assure que je préférais
quand c'était Reagan ou d'autres présidents. Vous savez ce que je dis, comme tout à chacun, Trump, c'est une réaction. À force de ne pas écouter les peuples, vous avez Trump. Vous croyez que ça nous fait plaisir d'avoir Trump, sérieusement, et d'avoir une forme de vulgarité au pouvoir comme ça? Et surtout cette incohérence. Bon, et cette incohérence, oui. Mais si on écoutait un peu plus les peuples, on n'aurait pas des Trump. Vous pouvez comprendre ça, que ça fait des années que les peuples en Europe ou aux États-Unis ne sont plus écoutés. Alors quand ils sont plus écoutés, effectivement, ils vont chercher d'autres personnes. Donc arrêtez de dire que je défends Trump. Mais en revanche, sur Bernard Arnault, ce qui m'intéresse, c'est son constat sur l'économie française. Parce que ça va avec Pouyanné, ça va avec Safran, ça va avec M. Ménégo de Michelin. C'est ça qui m'intéresse. Alors sur Safran, Eugénie Bastier. Oui. Non, mais là où je suis d'accord avec André Vallini, c'est qu'il ne faut pas non plus tout céder à Donald Trump. Et céder à ses exigences. L'Union européenne doit se battre pour ses propres intérêts, comme Trump se bat pour ses intérêts. Et c'est vrai qu'on est dans une reconfiguration de la mondialisation aujourd'hui, on n'est plus dans un libre-échange mondialisé, mais on a d'un côté la Chine qui va faire des partenariats avec ces pays, les pays qui sont autour d'elle, les États-Unis aussi, et nous, il faut que l'Europe, on s'allie en fait aux États-Unis. Ce serait le sens, à mon avis, de l'histoire. Et il faut travailler, il faut travailler là-dessus. Mais il y a beaucoup de naïveté. L'Union européenne, c'est la seule zone du monde où on croit encore au libre-échange en réalité. Vous savez que par exemple, aux États-Unis, vous avez des monopoles privés aujourd'hui gigantesques. En Chine, vous avez des monopoles privés gigantesques. L'Union européenne, en 2019, a interdit la fusion Alstom-Siemens, qui permettrait de faire un géant européen de l'acier au nom du dogme de la concurrence. Donc on empêche le développement de géants européens, de grandes entreprises européennes, au nom d'un dogme, non pas justement l'excès de normes, mais ça c'est un gros problème de l'Union européenne, mais au contraire, un dogme de la concurrence qui est complètement obsolète. Et donc il faut que l'Union européenne se reconfigure aux nouvelles exigences de la mondialisation. Juste un point. Joseph Massesca. Eugénie Bastier ne peut pas le dire, donc je le dis à sa place. Elle a fait une chronique géniale sur un livre, d'Arnaud Horin, qui est absolument extrêmement important, qui s'appelle Le Monde confisqué, et qui montre qu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans le capitalisme de la finitude. Et c'est ça qui est en jeu. C'est-à-dire que l'idée que l'on puisse continuer la croissance d'une manière exponentielle, c'est terminé. Et Trump, c'est pas simplement une réaction populaire, c'est aussi une réaction économique, d'intérêt, qui prend en compte cet élément. Et justement, ce livre permet de dire, oui, on sait quelle est la stratégie de Trump. Il n'est pas incohérent. Il n'est pas. Non, mais je suis désolé, il n'est pas incohérent. Non. Il y a une cohérence. Il a pris tout à fait la mesure de la finitude aujourd'hui du capitalisme. C'est un livre essentiel. Retour au protectionnisme et au mercantilisme. Absolument. Donc, dire c'est de la faute de l'un, c'est de la faute de l'autre, moi je veux bien. Mais moi, ce qui manque, c'est une vision globale de ce qui est en train de passer. Nous vivons la fin d'une forme de mondialisation. C'est tout. En revenant au patron. Moi, je pense comme vous qu'il faut écouter les patrons. Sauf que c'est nouveau quand même, les patrons s'expriment. Parce qu'à une époque, dès qu'ils l'ouvraient un petit peu, ils étaient virés. Rappelez-vous toutes les commissions d'enquête absolument extraordinaires. On a vu M. Lévy, l'EDF, M. Henri Proglio, qui alertaient sur la filière nucléaire. Ils ont été virés. Et ça va continuer. Et moi, je ne sais pas le sort qui sera réservé au président de Safran, qui l'a ouverte très fort. Directeur général. Mais ce que je veux dire... il parle aussi en raison de la faiblesse du MEDEF. Pourquoi d'écouter Bernard Arnault? Et pourquoi je dis qu'il ne faut pas de l'idéologie? Il faut encourager le business, c'est tout. Il faut encourager l'initiative. Mais on est d'accord. Oui, mais vous êtes d'accord? Non, en fait. Ah bon? Non, vous n'êtes pas d'accord. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait en Isère. Mais je ne vous parle pas de... Oui, mais justement, parce que les écologistes, moi, je les combats aussi sur le développement économique. J'ai voulu implanter un Center Park en Isère, quand j'étais président du département. Il y a eu tellement de manifestations. Ils ont installé une ZAD, M. Piolle en tête. Ils sont montés manifester, ZAD, pendant des années. Pierre et Vacances s'est retiré en disant « c'est terminé, on ne veut plus investir en France, plus de Center Park ». Actuellement, il y a un grand projet d'extension de ST Microelectronics à 20 km de Grenoble. Les communes, la communauté de communes, le département, on a mis énormément d'argent public depuis 20 ans pour en faire un fleuron de l'industrie nationale. Tous les présidents sont venus. Chirac, Hollande, Sarkozy, Macron, tout le monde est venu à ST Microelectronics. Il y a un projet de développement, d'agrandissement,
pour créer encore plus d'emplois et de richesses. Les écologistes s'y opposent. Oui, donc mais qui a fait l'alliance avec les écologistes historiquement? C'est François Hollande. Mais pardonnez-moi. Ça date d'avant François. Mais pardonnez-moi, c'est vos amis. Je veux dire, vous pouvez vous en laver les mains. C'est la majorité plurielle. C'est toutes ces décisions depuis 30 ans. Pour le et puis nucléaire, maintenant, vous venez aujourd'hui critiquer mais vous êtes avec eux. Et sur le nucléaire, c'était pire encore. Pire encore. Je vous assure, quand je vous écoute, je me dis, mais pourquoi cet homme n'a pas quitté la gauche? Ah ben, je suis toujours de gauche. Oui, je ne sais pas en quoi. Toujours en fait. de gauche. Oui, je ne sais pas en quoi, parce que... refait pas. Oui, mais... La justice sociale, l'universalisme républicain, mais la justice l'égalité des chances. Et ça, c'est de gauche. Ah oui, bien sûr, c'est de gauche. Ah oui, c'est pas de droite, la justice C'est sociale. un peu plus de gauche. Ah bon? Ah oui, quand même. C'est formidable d'ailleurs. Donc vous avez le monopole du cœur. En fait, on en est toujours là. Quoi. On n'a pas évolué. Ça fait 50 ans, vous avez le monopole du cœur. cœur. On avait le monopole. Mais si. Mais on a quand même. Mais vous avez historiquement une tradition. Mais vous avez de la justice sociale. Vous avez le monopole et de l'égalité républicaine. On en est là. On est en 74. Eh bien moi aussi, j'ai un cœur. Il bat à sa mesure. Et je trouve toujours arrogant de s'arroger le monopole du cœur. Ça a 50 ans. 50 ans. Comment? 50 ans. Ouais, 51, 74. Ouais. En 2025. Un demi-siècle. Alors, monsieur Hill,